Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous et bienvenue dans Outdoor Minds. Aujourd'hui, nous avons le plaisir avec Pénélope qui est stagiaire avec moi et élève en première STMG au lycée L'Argenté de Bayonne. On fait un petit coucou à tous ses camarades. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Gatien, plongiste, multimédaillé olympique, champion du monde, directeur des sports dans le cadre des JOP de Paris 2024, conférencier avec un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle Let's Ping. J'espère que Jean-Philippe, tu nous en parleras. Bienvenue chez Outdoor Minds. Merci Armelle pour cette introduction et ravi d'être là. Alors, Jean-Philippe, est-ce qu'il y avait dans ton enfance quelques signes un peu précurseurs de la suite qu'a pris ta vie professionnelle, sportive et personnelle? Alors, c'est une bonne question. Alors oui, il y avait quelques signes précurseurs dans le sens où moi, ma venue dans le monde du sport et du tennis de table a été inculquée par ma famille, par un père qui était passionné, un frère aîné également qui était joueur. Et l'élément central, c'est qu'on avait une table de tennis de table à la maison et une salle spécifique de tennis de table qui avait été aménagée par mon père. Donc, je peux affirmer que cette pièce ou cette salle, quelque part, a été un élément un peu précurseur de tout ce qui s'est enclenché par la suite. Et j'ai été baigné dans l'univers du ping et des parties un peu endiablées, sympas avec mon frère, avec mon père, qui m'ont mis le pied à l'étrier derrière sur une carrière un peu plus longue. Alors, au-delà des titres, quelles ont été pour toi les grandes étapes marquantes de ta vie sportive et professionnelle ensuite? Alors, j'ai envie et je cite souvent quand on me demande de raconter ma carrière, et je pense que c'est le propre aussi de la vie, c'est des rencontres qu'on fait de manière un peu fortuite. Et j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer une personne, j'avais à peu près 11 ans, donc j'étais quand même assez jeune, voire très jeune, même si ça faisait quelques années que je jouais déjà au ping-pong dans la maison familiale et puis ensuite en club. J'ai fait la rencontre de cet entraîneur qui s'appelait Michel Gadal, qui était à l'époque conseiller technique régional, donc en charge de découvrir un petit peu les potentiels futurs talents en tennis de table. Et il avait décelé en moi quelques qualités et il avait eu un discours extrêmement visionnaire. Il m'avait dit, écoute Jean-Philippe, moi j'ai envie de voir grand pour toi. J'ai envie de t'aider à devenir l'un des meilleurs joueurs du monde ou pourquoi pas le meilleur joueur du monde. Et dans notre sport, et peut-être que pour vos auditeurs ça parle un peu moins, mais on est un sport qui est ultra dominé par une nation qui est la Chine, qui est une nation hégémonique. Hein. Il y a des millions de joueurs, il y a des entraîneurs hyper performants, il y a un système de performance qui commence très tôt, dès l'âge de 6 ans, ils s'entraînent 3 heures par jour. Enfin, c'est un système qui est colossal. Et Michel m'a dit, si un jour on veut avoir une chance de les battre, il faut les surprendre pour gagner. Et donc, moi, je vais t'apprendre à jouer d'une manière différente. Je vais t'apprendre à jouer d'une manière différenciante. Et au fur et à mesure des années, tu verras, tu vas progresser. Et puis un jour, si ton système de jeu se met en place, ils n'auront pas vraiment de réponse adéquate. Donc, cette rencontre-là, moi, je la garde en mémoire parce que, il a eu une vision et une ambition pour moi, parce qu'à 11 ans, c'est un peu compliqué d'avoir tout ça dans nos bagages intellectuels. Et 2, il a surtout donné du sens à mon travail quotidien. Les choses que j'entreprenais au quotidien sur différents chantiers, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais je savais pourquoi je le faisais et je savais dans quel but je le faisais. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui m'accompagne dans ma vie
comprendre pourquoi on fait les choses quand on est simple collaborateur ou un manager, etc. C'est quand même essentiel. Donc cette rencontre pour moi, elle a été marquante. Et ensuite, il y a eu bien évidemment plein d'autres choses, cet apprentissage du très haut niveau sur l'INSEP. Et puis une fois que ma carrière a été terminée, cette transition vers le monde professionnel où j'ai voulu essayer de toucher un petit peu à tout jusqu'à ce qu'on me propose de m'intégrer dans la candidature des Jeux de Paris 2024 pour ramener les Jeux à la maison 100 ans après la dernière édition. Et j'ai vécu des moments formidables dans ce domaine. Merci parce que ça a été effectivement, je crois des moments partagés par toute notre nation finalement à une période où on en a, cruellement besoin. Hem, Si, tu regardes un peu, te ce parcours et au-delà de cette rencontre, déterminante, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «Tiens, là, j'ai quand même vraiment eu de la chance»? Ouais, oui, forcément, on se le dit. Alors déjà, en commençant par les débuts, hein, oui, j'ai eu de la chance d'être dans une famille passionnée de sport et surtout extrêmement positive. J'ai toujours été élevé dans un univers où le positivisme était de rigueur et j'estime être très chanceux par rapport à ça. Ensuite, c'est complexe, je trouve, de définir la chance. Pour moi, effectivement, elle existe. Je pense qu'un parcours de sportif de haut niveau est fait de beaucoup de choses, de détermination, de travail, mais aussi il y a parfois le fruit du hasard qui fait qu'on est là au bon moment. J'ai coutume de dire que la chance, elle ouvre des portes en fait, et que le travail et ce qu'on met au quotidien décide si on passe cette porte-là ou pas. Et j'ai le sentiment que la chance, c'est aussi ce moment un peu privilégié où une opportunité rencontre quelqu'un qui est prêt, ou quelqu'un qui s'est préparé longtemps en silence et qui est là pour capter ce moment et cette opportunité au sens positif du terme. Donc oui, j'ai eu la chance, enfin j'ai eu le sentiment d'avoir été chanceux à plusieurs moments dans ma carrière, mais j'ai aussi la sensation d'avoir certainement provoqué les choses avec une exigence, avec une rigueur, avec une curiosité qui me permettait de pouvoir rebondir sur certaines opportunités et de les transformer en performance. Justement, quelle place tu laisses, ou tu as laissé, à l'intuition, à, certaines synchronicités dans tes choix? Je pense que l'intuition, elle est nécessaire, hein. Même si dans une carrière de sportif de haut niveau, on a cette obsession du résultat et donc cette volonté d'essayer de tout contrôler, de tout manager, de tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien. Je pense qu'il faut laisser une part d'intuition et d'instinct qui est nécessaire, parce que et c'est complètement synonyme de performance à un moment donné. Et si je prends l'exemple de mon sport, c'est un sport qui va très vite. Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. On a beau essayer de tout contrôler, on a un adversaire en face qui est là pour nous piéger, pour nous contrer, pour également lui de son côté anticiper ce qu'on met en place. Donc il y a une part d'instinct, il y a une part de jeu, il y a une part de choix, il y a une part de lâcher prise et de prendre une option sur un schéma de jeu qui va peut-être être performant. Et je pense que cet instinct, il est nécessaire à la performance, et c'est une vraie leçon, je trouve, ensuite moi aussi dans la vie professionnelle, même si on veut essayer de tout contrôler, de garder cette part un peu naturelle du hasard et d'instinct que l'on a travaillé parfois inconsciemment au fil du temps par rapport à la construction d'individus qu'on est en train de devenir, mais qui a constamment emmagasiné de l'expérience, des leçons, et qui peut être ultra utile au quotidien. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti vraiment au bon endroit, au bon moment? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Bah, oui, forcément, quand il y a cet alignement des planètes, on va dire, ce moment ultra excitant pour un sportif de haut niveau. Si je me fais référence à ma carrière, et par exemple, l'élément, moi, qui m'a le plus marqué, je vais pas être très original, mais c'est mon titre de champion du monde, c'est cette finale des championnats du monde où, paradoxalement, je deviens champion du monde l'année où j'ai probablement eu le plus de difficultés à m'entraîner, puisque j'avais vécu une espèce de petit surmenage, ou de petit burn-out qui m'avait écarté des compétitions pendant plusieurs mois. J'ai eu le sentiment, en finale des championnats du monde, qu'il y avait une espèce d'alignement des planètes, où cette fraîcheur mentale,
cette faculté que j'ai eue à déclencher le coup juste au bon moment, à pallier beaucoup de d'absences ou de faiblesses techniques que j'avais pu avoir parce que je m'étais pas beaucoup entraîné pour différentes raisons. Et là, sur ce moment bien précis, j'avais vraiment l'impression d'être à l'endroit où je voulais être parce que c'est une finale de championnat du monde. Ça faisait quelques années que je travaillais secrètement pour ça. Quand on se lance dans le très haut niveau, on a envie potentiellement de réussir, d'aller chercher le Graal, d'être le meilleur mondial. Il y a très peu d'élus finalement, et c'est une récompense suprême qui récompense un travail collectif de plein d'années et de plein d'efforts. Et cet alignement des planètes en finale des championnats du monde, pour moi, reste un moment absolument fabuleux. Alors que ce soit dans ta carrière, sportive ou, dans ta carrière, professionnelle après, peut-être même dans le cadre du projet, des JOP de Paris 2024. Est-ce qu'il t'est arrivé, soit de rater ta chance ou, de commettre une erreur? Et surtout, en fait, le plus important, avec le recul, comment tu l'interprètes ou qu'est-ce que tu en retiens? Alors, je sais pas si on peut parler d'erreur ou et c'est vrai que cette discussion autour de la chance me fait penser à parfois ce qu'on peut appeler la malchance. Et c'est assez ambigu pour moi parce que tout est complètement lié, je trouve. On peut facilement dire sur des scènes de vie. Moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai lu certaines choses. Si on prend l'exemple qui a dû arriver à certaines personnes de rater un avion au dernier moment parce qu'on était coincé dans les trafics, etc. Et de s'apercevoir le lendemain que cet avion s'écrase. Au départ, c'est une malchance qui, quelque part, est très liée à un phénomène de chance. Donc, j'ai envie de dire que dans une carrière de sportif ou même dans une carrière professionnelle, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui sont complexes. La blessure, quand on est un athlète de haut niveau, qui nous écarte des terrains pendant pas mal de temps, et c'est un moment complexe. Le surmenage, le burn-out, quand on est en activité professionnelle, moi, ça m'est arrivé aussi également. Ce que je retire de tout ça, c'est qu'il y a toujours du positif à tirer de ces moments un petit peu de complexité. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la particularité peut-être d'un athlète de haut niveau par rapport à quelqu'un qui est établi dans une vie professionnelle, où je peux le comparer aussi à des entrepreneurs qui prennent beaucoup de risques, qui se lancent dans quelque chose et qui n'ont pas le succès immédiat. Je pense qu'on retire toujours de ces moments quelque chose de très riche qui nous sert énormément pour la suite, à condition d'avoir mis en place des mécanismes d'analyse fiables, pas seulement basés sur de la perception, mais sur du vécu, sur des faits qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent de franchir des étapes complémentaires. Je trouve que ces moments de malchance ou ces moments de destin qui ne jouent pas en votre faveur sont aussi là dans un parcours qui s'étale sur toute une vie pour nous permettre de progresser et d'être plus fort. Justement, ces fameux mécanismes, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Toi, lesquels, as-tu, développés? Alors moi, j'ai eu par exemple plusieurs périodes complexes dans ma carrière en ayant des blessures. J'ai toujours considéré que ces blessures étaient des moments et des opportunités phénoménales pour travailler différemment, pour travailler des choses que je n'avais pas le temps de travailler quand j'étais en pleine activité et qui allaient forcément venir renforcer certaines faiblesses que je pouvais avoir dans certains domaines ou me passer plus de temps à comprendre des aspects que j'avais pas forcément intégrés au départ. Je pense par exemple à la nutrition, je pense par exemple au renforcement musculaire, je pense aux étirements qui me permettaient de progresser dans certains domaines et inversement avoir des échecs comme ça a pu être le cas par exemple aux Jeux Olympiques d'Atlanta. J'étais dans les meilleurs mondiaux, j'ai perdu au premier tour. Ça permet de remettre en question certaines choses qui nous semblaient établies. Ça nous permet de changer de méthode. Ça nous permet de nous questionner à nouveau sur des éléments comme la notion d'envie, la notion de plaisir, la notion de moyens qu'on est en capacité encore de mettre dans les choses pour atteindre notre objectif. Donc j'ai envie de dire que ces moments, ils sont pénibles, mais ils sont ultra nécessaires, me semble-t-il. Ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais on a besoin parfois de se prendre quelques portes dans la tête pour progresser et pour éviter justement que ça se reproduise à nouveau. Qu'est-ce qui, te fait tenir quand c'est difficile? Où est-ce que tu vas, puiser ta motivation?
dans l'envie et dans cette obsession que l'on peut avoir d'atteinte de résultats et d'atteinte d'objectifs. Je pense que on est rapidement formaté quand on se lance dans le très haut niveau pour travailler au quotidien dans une incertitude de résultats, bien évidemment, et c'est ce qui fait la beauté de la chose quand on arrive au plus haut niveau et quand on arrive à gratter un titre de champion du monde ou une médaille olympique, on sait que c'est réservé à très peu et c'est ça qui est excitant. Donc cette envie d'atteindre cet objectif et surtout de de valoriser et de magnifier la route que l'on a pris pour atteindre cet objectif est quelque chose, je trouve, d'assez excitant. Et je pense c'est ce qui nous fait tenir. J'ai un souvenir fantastique de ces années Paris 2024 et une admiration absolue pour Tony Estanguet qui a tenu ce projet et dont je vais éviter de rappeler le parcours sportif parce que je pense qu'il n'a pas été triple champion olympique au hasard et par hasard. J'ai pu mesurer à quel point son leadership avait été inspirant et je pense qu'il était habité par cette envie de réussite, par cette envie de proposer quelque chose de différent pour in fine renvoyer une image du pays et de la France unis, rassemblés autour d'une cause, autour du sport, autour de la valorisation des compétences de ce pays qui est capable de choses incroyables quand il est réuni. Et comme tu le disais en début d'entretien, on en a vraiment beaucoup besoin, je trouve, en ce moment, de voir le verre à moitié plein au lieu de voir en permanence le verre à moitié vide. Et pour moi, ça a été une leçon assez extraordinaire cette campagne Paris 2024 et de voir le succès que ça a pu avoir et que ça a pu engendrer dans le cœur de tous les Français et même au-delà, dans le cœur de tous les étrangers qui voyaient cette France en mouvement, en pleine capacité de répondre à tous les défis majeurs que pouvait représenter un événement de cette ampleur et qui sortait enfin de son quotidien un peu morose et complexe et surtout très, on va le dire, un peu râleur, quoi. Donc, on a réussi à mettre fin à tout ça à l'espace d'un instant et je trouve que c'était magique. Non, mais pas qu'un peu, hein, on est beaucoup à avoir les Français de Pâques, on est quand même, connus aussi pour ça, pas que pour la haute couture et la gastronomie, on a aussi nos petits travers. Ouais. Hem, Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, si je prends l'exemple de ma carrière et de ce que j'évoquais tout à l'heure, je trouve que sortir du cadre, raisonner différemment, être créatif, être audacieux, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a servi beaucoup dans mon quotidien. Si j'avais d'autres éléments à citer, je pourrais citer aussi essaye de voir grand, essaye d'être ambitieux. Je sais que c'est pas forcément toujours très reconnu dans notre pays par rapport à la culture anglo-saxonne, par exemple, mais aujourd'hui, quelqu'un qui assume ses ambitions, c'est peut-être quelqu'un qui va être pris pour quelqu'un qui a un peu la grosse tête, etc. Et en fait, moi, quand je prends un peu de recul sur mon parcours sportif, à 11 ans, avoir en tête d'essayer de devenir le meilleur joueur du monde, moi, petit pongiste issu du sud de la France, aller défier le milliard de Chinois dont c'est le sport national, ça peut paraître vraiment surréaliste, mais ça m'est arrivé et je suis devenu champion du monde. Quand on se lance dans l'aventure Paris 2024, qu'on dit qu'on veut faire des jeux qui vont marquer l'histoire, des jeux révolutionnaires, qu'on veut mettre en place des choses hallucinantes, tout le monde nous dit mais non, c'est pas possible, on pourra jamais faire une cérémonie d'ouverture en dehors du stade, c'est trop dangereux, on pourra jamais ouvrir au grand public les épreuves du marathon, c'est trop complexe opérationnellement. Et puis voilà, cette ambition, j'ai l'impression que plus on la formalise, verbalise et plus elle est grande, plus elle va être mobilisatrice. Et je pense que ça, c'est un conseil, moi, qui m'a beaucoup aidé. Je me permets de glisser une petite référence. Il y a un documentaire vraiment formidable qui a été fait sur, toute la construction de cette cérémonie d'ouverture. Mmh. Mmh. C'est un magnifique documentaire. Ça montre, je pense, un pouillème de ce qu'a réalisé l'équipe, des Jeux olympiques de Paris 2024, mais c'est vraiment, à l'image du défi et le résultat, peut-être en dessous de ce que l'équipe espérait à cause de la pluie, mais n'empêche que, je pense qu'aux yeux de la face du monde, on a quand même montré, un visage de la France et d'une audace, assez, exceptionnelle. Donc je vous invite à aller le regarder. Ouais. Moi aussi, je vous invite à aller le regarder parce que je l'ai vu et c'est top.
Quel conseil est-ce que toi, tu donnerais à quelqu'un qui attend un peu le bon moment ou le fameux, coup de chance pour se lancer dans une aventure, qu'elle soit, sportive, entrepreneuriale ou autre? Beh, déjà, attendre, ce moment, peut-être que ce moment il viendra jamais en fait. Donc je pense qu'il faut être assez, audacieux, et essayer de prendre le problème peut-être à l'envers, de se préparer au maximum pour pouvoir répondre à ce fameux moment qui potentiellement pourrait venir. Donc pour moi, il y a différentes choses. Il y a effectivement, se préparer en permanence, travailler intelligemment, pas forcément quantitativement, mais qualitativement. Être persévérant, pour moi, c'est clé parce que ça augmente justement le nombre de fois où la chance pourrait potentiellement frapper et ce fameux moment à venir. Et puis être audacieux parce que je trouve que on crée jamais vraiment d'opportunités dans le confort quand on est pépère comme ça. Je pense que l'opportunité, elle sourit à quelqu'un qui va être audacieux, qui va prendre des risques, qui va saisir des opportunités. Donc voilà, je situerais ça dans ce triptyque un petit peu préparation, persévérance et audace. Alors c'est le moment de la question de Pénélope. Oh, Pénélope, je suis prêt. Quel conseil donnerais-tu à ton toi de 20 ans? Alors je vais éviter de redonner le conseil que moi j'ai vécu, notamment sur le volet de l'ambition, etc. Mais je vais peut-être citer deux choses, moi, que je donnerais, c'est ne jamais oublier qu'on gagne sur ses points forts. Pour moi, c'est essentiel. On voit beaucoup de gens qui veulent parfois gommer, améliorer certaines faiblesses, etc. Je trouve que ça part d'un bon sentiment, mais dans un domaine compétitif, que ce soit sportif, et moi j'en suis l'exemple frappant avec un système de jeu très innovant et basé sur la vitesse, et j'ai constamment travaillé ce point fort qui était la vitesse, la tonicité, au lieu de passer énormément de temps à améliorer un côté technique de mon revers qui était très peu performant. Je pense que ça aurait été une perte de temps énorme. Donc, gagner sur ses points forts, c'est clé. Et je l'ai retrouvé dans Paris 2024. Paris 2024, les points forts, c'était l'audace, c'était les sites, c'était plein de choses. Et on s'est focalisé là-dessus, ces jeux à la française avec ce lien entre sport et culture. Donc, gagner sur ses points forts, c'est clé. Et pour moi, c'est un conseil vraiment magique. Et le deuxième que je citerai, qui est aussi lié à la carrière de sportif de haut niveau, mais aussi à l'entrepreneuriat et au monde du business, c'est assez rapidement banaliser l'adaptation. Pour moi, rien ne se passe jamais comme prévu. Et si on intègre très tôt le fait que on doit s'adapter en permanence, donc on banalise ça, je trouve qu'on gagne en confort, on perd moins d'énergie ou de moyens à découvrir une situation qui peut parfois dire ah zut merde on n'avait pas prévu ça ah tac. Ben en fait non, c'est juste normal quoi, ça se passe jamais comme prévu. Donc voilà, c'est deux conseils que je donnerais sur les points forts et sur l'adaptation. Tu as été, aussi le président de l'INSEP, qui est un super poste, d'observation. Comment est-ce que tu vois, le futur du sport? Waouh, question complexe en quelques minutes, mais moi ce que je constate et ce qui m'effraie un petit peu aujourd'hui, c'est le mal que peut faire aujourd'hui la sédentarité dans notre société. Aujourd'hui, très clairement, la sédentarité, elle tue plus que le tabac ou l'alcool. C'est effrayant de dire ça, mais et c'était aussi l'objectif de ces Jeux de Paris 2024, de mettre plus de sport dans la vie des Français, de faire comprendre aux Français que être en mouvement, c'est œuvrer pour sa santé, mais aussi pour le lien social, pour l'éducation, etc. Donc je pense que ces valeurs-là et la répétition de messages en permanence que investir dans le sport aujourd'hui n'est pas un coût, mais c'est un vrai investissement pour l'avenir, pour une meilleure société, pour une société plus juste, plus équilibrée, en meilleure forme, en meilleure santé, et donc pour le coup qui coûtera moins à la société. Je trouve qu'il faut qu'on martèle ce message en permanence, rappeler en permanence que et les études le montrent, 1 € investi dans le sport permet d'économiser 13 € à la collectivité ou au pouvoir public. Et ça, on a beau le répéter, bah, il faut que le message passe. Donc, l'avenir du sport, pour moi, c'est permettre aux gens de comprendre que le sport est une vraie machine à solution pour notre société et pas seulement juste
un hobby réservé à certains pour être en forme, mais c'est un vrai sujet. Je te remercie de parler de ça. Ça me semble, absolument indispensable et je voudrais, juste, donner quelques chiffres clés pour, compléter ce que tu dis. Parce que quand on dit ça, ça peut avoir une dimension un peu, idéologique, mais en fait, c'est une réalité de terrain qui est énorme. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, selon l'OMS, en 2022, on avait 31% des adultes dans le monde qui étaient considérés comme inactifs et en fait, ce chiffre, d'ici à 2030, il pourrait atteindre 35%. Donc on parle de quasiment 2 milliards de personnes qui atteignent pas des seuils d'activité physique, recommandés, par l'OMS, donc c'est quand même assez grave et pire encore et moi, c'est une source d'inquiétude pour notre jeunesse qui est très importante, c'est 81% des adolescents aujourd'hui dans le monde qui sont physiquement inactifs. Ça monte à 84% pour les filles. Donc c'est absolument dramatique. On va vers des épidémies d'obésité, de mal-être, terribles. Donc c'est pas, un truc comme ça à la marge, qu'on se dit entre, amateurs de sport. C'est une réalité, de notre monde qui est extrêmement inquiétante, je trouve. Donc merci beaucoup de parler de ça parce que, ça me semble, un sujet, vraiment, indispensable. Ouais. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Waouh! Heu, il faut développer ou il faut juste une phrase? Tu veux. Je vais faire une phrase très courte. Ce que je sais avec une absolue certitude, c'est que la vie, elle est belle et qu'il faut en profiter. Alors, puisque tu parles de la vie, est-ce que tu pourrais décrire le reste de ta vie en 5 mots? Hem, Waouh! Je dirais, bonheur, épanouissement, heu, sens, famille et nature. Et est-ce que tu aurais un conseil, de livre, à lire, de film à regarder ou de documentaire autre que celui qu'on vient de mentionner? Alors mais alors c'est une coïncidence, mais je viens à l'instant, vous allez me dire que je vais prêcher pour ma paroisse, mais je viens à l'instant de terminer le livre de Tony Estanguet, qui a écrit un livre, qui s'appelle Par amour du sport et en fait parce qu'on en a pas mal parlé dans cet entretien, sur la magie des jeux et il a consacré, la quasi-totalité de son livre à raconter un petit peu la genèse de cette candidature, la phase de candidature, pas mal d'anecdotes sur le sujet de l'organisation des Jeux. Et il fait un parallèle aussi avec sa vie de champion et comment sa vie de champion a parfois aidé et l'a aidé personnellement à prendre des décisions impactantes pour le projet. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ce livre en fait sur l'apprentissage du haut niveau, sur la manière dont ce projet, et on en a parlé tout à l'heure, a conquis le monde entier et a rendu fier l'ensemble des Français. Comment petit à petit une équipe de 50 personnes qui s'est transformée derrière en 4000 personnes, avec l'ensemble des parties prenantes, avec une unité politique derrière ce projet. Comment en ces quelques 300 pages on découvre en fait l'envers du décor. J'ai trouvé ça passionnant et donc pour ceux qui ont entre guillemets kiffé les jeux, comme ça semble être ton cas, Armel, je sais pas si tu l'as lu, mais en tout cas, je le conseille à pas mal de personnes parce que c'est un bon mix et on apprend beaucoup de choses. Alors, je l'ai effectivement lu, pour ceux qui le recherchent, il est aux éditions Coleman Levy et vraiment c'est, épique, et raconté, je trouve, avec beaucoup Oui. d'humilité, mais finalement à l'image de Tony Estanguet. Et ce sera ma dernière question. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Oh là là, c'est dur tes questions, hein. C'est dur. Bah, peut-être que et ça rejoint peut-être aussi une thématique qu'on a abordée, la notion d'échec pour ceux qui nous écoutent et moi, cette aventure Paris 24, elle a été assez incroyable, mais j'y ai mis fin 1 an avant le début des Jeux. Parce que j'ai eu un burn-out, j'ai eu un problème, j'ai eu un surmenage, tu peux appeler ça comme tu veux, mais en tout cas, je ne suis pas allé au bout de l'aventure. Et beaucoup de gens se questionnent sur mais pourquoi c'est incroyable d'abandonner 1 an avant les Jeux. Donc peut-être la question
que j'aurais aimé que tu me poses, c'est pour quelle raison t'as quitté l'aventure, parce que ça intéresse peut-être pas mal de gens. Et en fait, moi, quand j'ai pris cette décision, et je vais terminer là-dessus, je me suis beaucoup appuyé sur le discours d'une femme politique qui est Jacinda Ardern, je sais pas si tu te souviens, qui était l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, qui avait mis fin à ses fonctions. Alors, toute proportion gardée, elle était première ministre, moi j'étais que directeur exécutif en charge des sports d'un projet, même s'il était d'envergure nationale, c'est différent. Et elle avait eu un discours où elle disait, en fait, voilà, je suis juste humaine, en fait. J'ai donné autant que je pouvais, aussi longtemps que je pouvais. Et puis là, c'est le moment pour moi d'arrêter. Et elle avait rajouté un truc qui m'avait frappé, qui m'avait encouragé à prendre ma décision. Elle avait dit, dans ce type de poste privilégié, on a des responsabilités énormes, notamment celle de savoir quand est-ce qu'on est en capacité de l'idée, mais aussi et surtout quand est-ce qu'on ne l'est plus. Et très clairement, avec la fatigue, avec probablement la perte aussi de lucidité, je n'étais plus la bonne personne au bon endroit, et j'ai pris la décision de quitter cette aventure. Voilà. Ce qui n'enlève en rien, mais en aucune manière, la fierté qui est la mienne d'avoir œuvré pendant presque 9 ans sur la préparation de la candidature et le comité d'organisation. Et j'en retire beaucoup de fierté. Et le message que je veux faire passer à travers ça, c'est que voilà, on peut, même si on est un champion, même si on a des postes incroyables, on peut avoir des moments de faiblesse. Et on peut aussi s'en remettre assez rapidement et rebondir. Et c'est le message que je voulais passer en fin d'interview. Voilà, je suis en pleine forme et je suis passé à autre chose. Et cette notion d'échec qui m'a longtemps habité s'est beaucoup transformée, et c'est chouette. Un très grand merci, Jean-Philippe Gatien, d'avoir été notre invité. Merci à toi. Voici les 7 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est l'équation de la réussite, c'est-à-dire du travail multiplié par de la détermination, ajouté d'un petit facteur chance. Le deuxième point, c'est que l'intuition est nécessaire. On ne peut pas tout contrôler. Le troisième point, quand vous vous trouvez dans des moments difficiles, reconcentrez-vous sur votre objectif. C'est votre boussole, votre phare dans la nuit. Le quatrième point, sortir du cadre, être créatif, être audacieux et assumer ses ambitions sont les clés du succès de Jean-Philippe Gatien. Le cinquième point, c'est la punchline de cet épisode. On ne crée pas d'opportunités dans le confort. Rien ne se passe d'ailleurs jamais comme prévu. Le sixième point, c'est qu'on gagne sur ses points forts. Donc, travaillez vos points forts et soyez indulgents sur vos points d'effort. Et enfin, le dernier point, être un bon leader, c'est aussi savoir quand il faut s'arrêter. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.